Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h, voici les titres de votre journal. Nous ferons une incursion dans le secteur du transport, les femmes dans le transport. Comment s'en sortent-elles? Comment vivent-elles le métier? Quels sont leurs rapports avec les hommes du secteur? C'est un dossier proposé par Sephora Zegui, vous le verrez dans une dizaine de minutes. Nous irons à Mbayakro dans ce journal. Mbayakro où la jeune Glaou Chanceline a été retrouvée égorgée dans une maison abandonnée, suscitant la colère des élèves de la ville. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké s'est rendu sur les lieux du crime. Puis nous irons à Sierra Leone où se tiendront demain les élections générales, élections présidentielles et législatives couplées. Qui sont les candidats et comment préparent-ils ces échéances à 24 heures des scrutins? Vous le verrez en toute fin de journal. Souvenez-vous, le 1er mars dernier, le président de la République a nommé Souleymane Diarra ministre de l'Industrie et des Mines par intérim. Outre son département du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarra a officiellement été investi dans son nouveau poste de responsabilité hier lundi. Le ministre de l'Industrie et des Mines sortant, Jean-Claude Brou, lui a remis les dossiers afférents à cette fonction en présence de Roger Charlemagne, le secrétaire général adjoint du gouvernement. Le témoignage de Serge Collier. C'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra, qui assure l'intérim du ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou a pris officiellement fonction le 1er mars 2018 à Abuja, au Nigeria. Président de la commission de la CEDEAO, il quitte le gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Monsieur le ministre, de nombreux programmes sont encore au ministère de l'Industrie. Certains sont mis en œuvre et connaissent une bonne évolution. D'autres sont encore à la phase d'étude et ont besoin d'un coup d'accélérateur. Vous avez désormais la responsabilité de conduire tous ces programmes à terme et de parvenir aux résultats que notre gouvernement et notre pays attendent. Recevant les dossiers des mains du ministre sortant, en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Roger Charlemagne, le ministre Souleymane Diarra s'est engagé à poursuivre avec abnégation les chantiers entamés par son prédécesseur. Sans relâche seront poursuivis tous les chantiers ouverts et à venir. Tous les projets inscrits au plan d'action prioritaire 2018 et toutes les initiatives de développement des secteurs de l'industrie et des mines. Notre seul objectif sera de réaliser la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer notre économie par son industrialisation à l'horizon 2020. Désormais ancien ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, le nouveau président de la commission de la CEDEAO succède au Béninois Alain Marcel de Souza. Son mandat à la tête de la commission de la CEDEAO va durer 4 ans. Les administrations douanières du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo sont réunies ici à Abidjan pour évaluer le projet d'interconnexion de leur système informatique. Ce projet mis en route ces dernières années devrait permettre de fluidifier les contrôles et de réduire les délais de traitement. Lanside Bakayoko. Ce projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers aura l'avantage de rendre systématique l'appurement des déclarations de transit et de réduire de ce fait les trafics frauduleux sur les territoires traversés. La fiabilité, la mutualisation et la sécurisation des données informatiques sont autant de conditionnalités devant permettre au projet, une fois achevé, d'être un puissant levier d'interface régionale, notamment en matière d'information et de renseignement. Au sein de la CEDEAO, en effet, la multiplication des procédures de transit sur les différents corridors provoque également l'arrêt prolongé des camions à la frontière, ce qui constitue un obstacle à la libre circulation des biens et au développement des échanges commerciaux dans la région. La digitalisation des opérations douanières permettra sans nul doute de réduire les coûts des transactions, les frais de route, d'améliorer la collecte des recettes douanières et de mettre à la disposition des administrations douanières beaucoup de moyens techniques modernes pour mieux protéger la santé et la sécurité des populations. Protéger la santé, sécuriser les populations et surtout augmenter les recettes douanières. Des perspectives qui cadrent bien avec les objectifs du gouvernement.
Il s'agit notamment de permettre aux administrations douanières de disposer de données fiables et sécurisées, mais également aux autorités d'avoir une visibilité étendue quant aux choix et décisions stratégiques dans la conduite des politiques économiques. L'opérationnalisation de ce projet d'interconnexion entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo bénéficie de l'appui technique et financier de divers partenaires internationaux, dont la Banque mondiale et l'Union européenne. Les Ivoiriens ne se sont pas encore totalement remis de la disparition tragique du petit Bouba, que l'on enregistre encore un crime, cette fois dans la commune de Mbayakro. Elle s'appelait Ngaou Chanceline, âgée de 14 ans. La jeune élève de 5e a été retrouvée assassinée hier matin aux environs de 8 heures près de la maison d'arrêt et de correction de la ville. Que s'est-il passé exactement? Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké veut en avoir le cœur net. Il s'est rendu sur les lieux du crime. On écoute le procureur de la République. Je suis sur les lieux au fin de mieux comprendre les circonstances de ce crime et informer utilement M. le garde des Sceaux. Je suis venu également lancer un appel à toute la population de Mbayakro pour les rassurer de notre détermination à retrouver les auteurs de ces crimes. Et ce drame a suscité l'émoi et la colère dans la ville. Des manifestations ont éclaté ce mardi donc à Mbayakro. Bilan, une dizaine de blessés et des édifices saccagés. Nous avons pu joindre le maire de Mbayakro avec qui nous sommes en ligne. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, monsieur. Alors, dites-nous, le calme est-il revenu à Mbayakro? Oui, présentement, la situation s'est stabilisée, donc le calme est revenu. Y a-t-il eu des dégâts? Tout à l'heure, nous venons de le dire, les élèves ont manifesté, ils ont saccagé des édifices. Faites-nous un point, s'il vous plaît. Oui, nous enregistrons beaucoup de dégâts. Nous avons plus de 11 blessés, dont 3 ou 4 cas graves qui ont été évacués sur Bouaké. Et nous avons aussi la brigade de gendarmerie qui a été saccagée et incendiée avec tout le matériel de travail là-dedans, le matériel roulant et tout ça. D'accord. Voilà un peu. D'accord. Et qu'en est-il du coupable, ou des coupables? Ont-ils été identifiés? Bon, disons que la gendarmerie et le procureur de la République étaient à pied d'œuvre pour repérer déjà le coupable du crime qui a été commis hier. Et c'est en ce moment-là que nos jeunes frères ont réclamé la tête de celui qui... semble-t-il, le présumé coupable. Le présumé coupable qui est... Voilà. D'accord. Et le procureur de la République s'est rendu sur place, hein, on l'a vu tout à l'heure. Des décisions ont-elles été déjà prises, monsieur le maire? Oui, nous sommes actuellement avec le préfet et tout le corps préfectoral en train de mettre en place un PC crise pour prendre certaines décisions. Mais pour l'heure, nous avons enregistré l'arrivée des renforts de gendarmerie de Daoukro, de Bouaké et de Dimokro. Et à la police de Bouaké également qui est là, donc la situation est sous contrôle. Les choses sont calmes actuellement. Actuellement, d'accord. Monsieur le maire, vous avez là l'occasion de vous adresser à vos populations. Quel appel vous pouvez leur lancer? Voilà, je voudrais dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents de Mbayakro, que je suis de cœur avec eux, je comprends leur peine, je comprends leur douleur, je comprends la peine et la douleur des mamans et des parents de cet enfant-là. Je comprends également la douleur des élèves. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays de droit et nous étions tous depuis hier à pied d'œuvre avec le procureur et la gendarmerie pour faire en sorte que la lumière soit faite. Donc nous demandons aux populations de rester calmes, de faire confiance à la justice et vraiment de tout mettre en œuvre pour que le calme revienne à Mbayakro. Nous demandons vraiment aux uns aux autres de comprendre que ce n'est pas le moment de créer des situations incontrôlables actuellement. Donc nous prions les parents, nous prions les corps habillés de tout mettre en œuvre pour que la situation se normalise. Aujourd'hui, le préfet est en notre compagnie. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour sécuriser au mieux la ville
nous pensons et nous espérons que plus rien ne sera fait de grave à Mbayakro à partir de maintenant. Merci, monsieur Kwaku Achelo Fosto Lewis. Je rappelle que vous êtes le maire de Mbayakro. Merci encore pour toutes ces précisions. Merci bien, monsieur. Le secteur du transport a été pendant longtemps l'apanage que des seuls hommes. Les femmes s'y intéressaient très peu ou pas du tout. Aujourd'hui, elles ont investi le secteur et on les retrouve un peu partout. Des femmes chefs d'entreprise de transport, on en trouve. Des femmes chauffeurs de taxi, mécaniciennes ou encore apprentis baka. Cela n'étonne plus personne. Mais comment vivent-elles ces métiers? Sephora Zegui et Franck Quadio en ont rencontré quelques-unes qui leur disent tout. Leur reportage. Il y a quelques années, le secteur du transport en Côte d'Ivoire était réservé aux hommes. Ces dernières années, la donne a changé. Zeynab, chauffeur de taxi, fait partie de cette nouvelle génération de femmes présentes dans le transport en 8 ans de métier. Elle a su concilier travail et famille. Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi. C'est un métier que j'ai aimé toute petite et j'ai embrassé ce métier avec amour. Donc ça me fait un plaisir quand je roule le taxi. Si Zeynab est chauffeur de taxi, Aïssatou, elle, dirige l'une des plus grandes sociétés de transport de personnel du pays. Une centaine d'employés, une cinquantaine de cars, rigueur et fermeté. Les clés de la réussite de cette femme. L'activité transport, on a tendance à dire que c'est une activité qui est réservée aux hommes. Parce que nous avons encore les pesanteurs traditionnels qui existent. Mais moi, en tant que femme, je me sens à l'aise. Même si sa société a du succès, Aïssatou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle partage son expérience en faisant la promotion du genre dans son entreprise. Au sein de celle-ci, des femmes, chauffeurs de cars, électriciennes et mécaniciennes. Quand on me voit sur la direction, même, ça étonne beaucoup d'hommes. Parce que voir une femme, c'est une direction. En tout cas, c'est dans les autres pays, peut-être Togo, Ghana, qu'on voit ces genre de trucs comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu rare. À mon enfance, j'ai voulu faire le métier d'homme. Bon, j'ai même joué au foot, tout ça, et puis voilà. J'ai essayé aussi de faire aussi la mécanique pour voir que ce n'est pas les hommes seulement qui peuvent le faire. Le métier d'homme aussi, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Seulement que si tu veux t'adapter, il n'y a pas de problème. Elles sont nombreuses à ces femmes qui s'intéressent au secteur des transports. Kouroutoum, déscolarisée, faute de moyens, s'est lancée dans le transport il y a 1 an aujourd'hui. Pour cette jeune dame de 21 ans, apprenti baka, c'est un métier comme les autres. Nous, les filles, on veut montrer aux hommes qu'on est plus mieux qu'eux, qu'on peut faire ce qu'ils sont en train de faire aussi. Souvent, je peux gagner 6 000, souvent, je peux gagner 7 000 par jour. 200 comme ça, on peut descendre avec 30 000, 10 000 comme ça. C'est bien quand tu vois une fille qui se bat, ça veut dire que non, montrer un exemple aux autres filles. C'est une battante, c'est pour montrer aux autres qu'elles n'ont pas oublié de croiser les bras pour attendre un homme. Pour voir ce truc, voilà. Rose est machiniste à la société des transports abidjanais Sotra. Une société qui compte 313 femmes, dont 16 machinistes. Ce matin, Rose prend son service à 13 h, itinéraire, plateau engrais. Pour elle, être femme et machiniste, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, clients et collègues sont très heureux de la voir au volant. C'est un métier d'abord qui m'a vraiment plu parce que j'ai vu une autre devancière qui apprenait à rouler le bus. Voilà comment je suis arrivé à ce métier. Il n'y a pas de métier réservé exclusivement qu'aux hommes. Si Dieu fait aujourd'hui que les femmes s'y intéressent, on ne fera que les encourager. Quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Les femmes, quand elles s'y engagent, elles le font efficacement. Nous, quand on s'engage dans notre métier, on s'engage avec notre cœur. Si tout se passe bien pour Rose et Kouroutoum, Aïssatou, chef d'entreprise, et Zeynab, chauffeur de taxi-compteur, rencontrent quant à elle au quotidien des difficultés. Bon, nous sommes confrontés à la fluctuation du prix du carburant. Ensuite, nous avons des difficultés aussi au niveau des véhicules, des cars que nous avons, qui sont généralement conçus chez les concessionnaires et qui nous sont vendus, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux infrastructures routières de notre pays. Par moment, tu peux prendre un client, arriver en cours de route, vous n'arrivez même pas à destination, il te dit que non, lui descend ici. Or, par rapport au prix que vous avez jugé, il va dire que non, comme je ne suis pas arrivé, essayez de te donner une telle somme. Or, pourtant, peut-être vous avez jugé 3 000 francs. Le fait qu'il n'est pas arrivé à destination, il te dit que non, il te donné 1 000 francs. Donc là, il y a problème. J'ai été braqué 3 fois, mais ils m'ont seulement dit de donner l'argent, puis je vais partir. Zeynab, Aïssatou, Kouroutoum et Rose, des exemples de femmes qui excellent dans le transport en Côte d'Ivoire. Dans ce domaine d'activité, il n'y a plus que de la place pour les hommes, mais il y en a aussi
pour les femmes bien présentes aujourd'hui dans les transports routiers et même aériens. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, depuis les 3 dernières années, le secteur a enregistré 14% de présence féminine sur 403 gérants d'auto-école, 8,5% sont des femmes et la catégorie moniteur d'auto-école est à 17% constituée de femmes. Reportage signé Sephora Zegui et commenté par Franck Quadio. Parlons à présent protection de l'environnement. La 2e édition d'Abidjan Green Conference, organisée par la fondation My Dream, a eu lieu hier lundi. Thème choisi cette année, désertification en Afrique, défis et perspectives pour les forêts ivoiriennes. Il s'agissait de sensibiliser les populations sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la forêt ivoirienne. Grace Kando y était pour RTI1. Suivons son reportage. 200 plants mis en terre au groupe scolaire Château d'eau dans la commune de Cocody. Une façon de sensibiliser les élèves à être des éco-citoyens respectueux de l'environnement. L'initiative s'inscrit dans le contexte du projet Une école 5 hectares de forêt du ministère des Eaux et Forêts. L'action cadre avec la vision d'Abidjan Green Conference, un rendez-vous mensuel qui offre un cadre d'échange entre les acteurs de l'économie verte. Nos attentes, c'est de réellement impacter nos populations et qu'il y ait aussi derrière une volonté politique pour soutenir l'action climatique parce que le défi environnemental est une réalité. La structure invitée pour la 2e édition est le ministère des Eaux et Forêts. Thème désertification en Afrique, défis et perspectives pour les forêts ivoiriennes. Pour lutter contre la désertification, contre la perte du couvert végétal, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la reforestation. Les programmes de reboisement ont été initiés par le ministère des Eaux et Forêts depuis plusieurs années. L'année de la forêt, la journée de l'arbre, les reboisements compensatoires, qui sont des reboisements que nous demandons aux opérateurs de planter l'équivalent en arbre pour pouvoir renouveler la ressource. Il est prévu de planter 2 millions d'arbres sur la commune de Cocody. Le résultat sera que ces 2 millions d'arbres pourront effectivement séquestrer le carbone pour permettre au climat d'être régulé et de permettre à Cocody de vivre sainement. Pour reconstituer les 3/4 du couvert forestier détruit, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de préservation et de réhabilitation des forêts. Objectif, lutter contre l'avancée du désert et les changements climatiques. La grande chancelière de l'Ordre national a effectué samedi dernier un déplacement à Latahad dans la région du Poro. Henriette Dagri-Diabaté s'y est rendue pour présider la cérémonie de baptême du groupe scolaire de la localité qui porte son nom. Une cérémonie au cours de laquelle elle a exhorté élèves et parents d'élèves au travail et à la culture de la paix. Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Lata, dans la région du Poro, la localité jadis était très hostile à l'école, surtout à la formation de la femme. Nos parents étaient, je dirais, très regardants sur la tradition. Les garçons, c'était difficile, mais les filles, alors, n'en parlons pas. À ce temps-là, c'était, je dirais, la chose la pire chose de leur dire d'aller à l'école. Aujourd'hui, la population rurale affiche un engouement quant à la scolarisation de la jeune fille. Ici, l'école primaire enregistre un effectif de 987 élèves, dont 486 filles. Au CEP et à l'entrée en 6e de l'année écoulée, elle a réalisé plus de 98% d'admis, dont plus de 97% de filles. Cette école âgée de 58 ans a connu des travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles salles de classe grâce au PPU. Et désormais, elle porte le nom de la grande chancelière. En déplacement à Lata pour la cérémonie de baptême de ce groupe scolaire, Henriette Dagri-Diabaté a traduit son attachement aux valeurs traditionnelles. Un tour chez le chef de village pour des bénédictions avant son arrivée au lieu de la cérémonie. Occasion pour les différents orateurs de témoigner leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à travers lui, le président de la République Alassane Ouattara. Henriette, transmettez les remerciements de vos petits-enfants au président Alassane Ouattara pour toutes les actions menées à l'endroit des enfants et en particulier des filles.
le baptême de votre groupe scolaire du nom de cette grande Ivoirienne est un acte de reconnaissance, mais il porte aussi une haute valeur pédagogique. La grande chancelière exhorte élèves et parents d'élèves au travail et à la culture de la paix. Je suis ici pour dire à mes petits-enfants que désormais la vigueur au travail doit être leur leitmotiv. Chers petits-enfants, j'attends de vous, par vos efforts, que ce groupe scolaire soit un centre d'excellence en Côte d'Ivoire. J'attends par votre comportement, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école, que vous soyez des modèles. Le groupe scolaire a reçu 200 tables bancs, des cahiers et des équipements sportifs, dont de la marraine. Du 10 au 17 mars prochain, Abidjan abritera la 10e édition du Massa. À quelques jours de l'événement, les préparatifs vont bon train. Des milliers de festivaliers et acteurs du monde des arts et de la culture vont converger vers la capitale économique pour vivre cet événement de dimension internationale. Plusieurs innovations cette année, quelles sont-elles? Serge Koléa a posé la question au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama. Première grande innovation de cette 10e édition, c'est le changement des dénominations. On ne dira plus le marché des arts du spectacle africain, mais plutôt le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Ces 3 dernières éditions, le marché s'est ouvert aux autres mondes. Sur l'ensemble de la planète, nous avons des acheteurs et nous avons des spectacles. Donc, le Massa est devenu maintenant un marché mondial qui a pris de la valeur. Et avec l'OIF, en accord avec le conseil d'administration, il a été décidé, comme ça se fait à Ouagadougou avec le FESPACO, comme ça se fait à Dakar avec Dakar, que le Massa devienne le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ceci également pour continuer à présenter Abidjan et la Côte d'Ivoire comme effectivement un pays de la culture et Abidjan comme une ville de spectacle, une ville des rencontres culturelles. Pour donner le ton de la fête, une caravane sillonne déjà la Côte d'Ivoire. Elle part de Korogo pour atteindre Abidjan avec des escales à Boaké et dans d'autres villes. L'État de Côte d'Ivoire et le district autonome d'Abidjan fournissent 80% du budget. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, intervient à hauteur de 20%. D'autres partenaires, tels que la CEDEAO et l'UEMOA, s'impliquent dans le succès du Massa. Nous sommes prêts, nous attendons environ 1400 participants, près de milliers d'artistes et 400 professionnels, journalistes, acheteurs de spectacles. Ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est une grande participation. Ce sont plus de 300 spectacles qui vont être offerts à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama, la Côte d'Ivoire sait tenir ses engagements et elle saura les respecter pour la place qu'elle occupe dans le monde en matière de culture. Au mois de décembre 2017, la grande réunion des ministres de la culture des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui s'est tenue à Bruxelles, a reconnu que la Côte d'Ivoire est redevenue un grand pays culturel et s'est classé parmi les 4 grands pays producteurs de culture en Afrique et dans les pays des Caraïbes. 25 ans après sa création en 1993, le marché des arts du spectacle d'Abidjan se présente comme le plus grand marché des arts en Afrique. Le Massa se tient du 10 au 17 mars prochain. Dimanche dernier, le Hajj 2018 est entré dans sa phase active de préparation. Sidiki Diakité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en a donné le temps. La Direction générale des cultes, de son côté, a expliqué le processus de préinscription et d'inscription pour les candidats et opérateurs privés impliqués dans l'organisation du voyage. Et cette année, ce sont 6800 places qui sont disponibles pour le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. On retrouve Serge Koléa. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Le quota de pèlerins accordé au pays a été revu à la hausse par les autorités saoudiennes. Il est passé de 5 600 en 2017 à 6 800 en 2018, soit
5 000 pèlerins pour le compte de l'État et 1 800 gérés par les opérateurs privés. Cette augmentation du quota vient récompenser les efforts des autorités ivoiriennes qui chaque année mettent un point d'honneur à encadrer le Hajj d'une bonne organisation. Le ministre nous a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que, effectivement, à la date butoir, la Côte d'Ivoire ait soldé ses engagements pour permettre donc aux pèlerins ivoiriens d'avoir leur visa. Et ça, c'est un soulagement, c'est une satisfaction. Le coût du pèlerinage à la Mecque est maintenu à 2 millions de francs CFA. À ces 2 millions de francs CFA, il faut ajouter les frais annexes qui s'élèvent à 83 750 francs CFA répartis comme suite. Les frais annexes, nous avons 83 750 donc, qui permettent aux musulmans, aux candidats au Hajj, de payer d'avance à la bide le mouton, qui est indispensable au Hajj, les 5 litres de Zamzam, qui est un peu, on va dire, l'eau bénite, l'eau sainte, qui vient de la Mecque. Il y a la ziara interne et externe, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque. On préfère les prendre ici. Et au niveau du commissariat, ils ont un dispositif en place qui fait qu'on s'assure que tous ces frais ont été effectivement payés pour le pèlerin. Le directeur général des cultes fait souligner qu'une nouvelle clause de la réglementation saoudienne dispose que tout pèlerin qui n'est pas à son premier Hajj doit payer en plus 300 000 francs CFA pour les frais de visa. Il y a des personnes qui sont à leur premier Hajj, mais faute de place, ne peuvent pas partir. Donc on donne la priorité aux nouveaux pèlerins. Eux, ils n'ont pas de frais à payer. C'est gratuit le visa pour eux. Donc c'est une façon aussi pour l'Arabie Saoudite, je pense, de donner la priorité aux nouveaux pèlerins. Les acteurs du Hajj ont été invités à faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le respect des délais et exigences administratives liées au voyage. À la date d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que 70 jours pour accomplir la totalité des formalités. Et ça, c'est un appel que nous lançons donc à tous nos frères, toutes nos sœurs, qu'ils soient organisateurs donc de l'État ou alors du privé, de mettre tout en œuvre pour que ce délai soit respecté, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, bien vus encore en Arabie Saoudite, et par le Royaume, et également par les autres pays africains, qui s'inspirent toujours de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, les organisateurs privés, nous sommes d'autant plus réjouis que l'État veuille nous accompagner dans l'exécution de cette mission-là. C'est aujourd'hui que le lancement est fait. Déjà, les opérations sont ouvertes, mais c'est en même temps maintenant que nous, les opérateurs privés, nous sommes invités à constituer notre dossier de demande d'agrément. Quelque part, ça nous met un peu en retard, ça nous pénalise un peu. Autant nous voudrions conserver, préserver les acquis, nous tendons vers la professionnalisation. Il faut y mettre tous les moyens matériels, administratifs et j'en passe. Les visites médicales ont débuté le lundi 5 mars et vont se dérouler jusqu'au vendredi 4 mai 2018. Les inscriptions sont prévues du jeudi 8 mars au vendredi 11 mai 2018, date butoir. Toutefois, elles s'arrêteront dès que le quota de 6 800 pèlerins sera atteint. L'actualité internationale pourrait fermer ce journal. C'est en bref et en images. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le numéro 1 nord-coréen a reçu lors d'un dîner à Pyongyang des émissaires envoyés par la Corée du Sud. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de dialogue initiés par le président sud-coréen Moon Jae-in pour apaiser les tensions provoquées par les progrès rapides du programme nucléaire du régime des Kim. Direction la Sierra Leone où les populations se préparent pour les élections générales, les élections présidentielles couplées aux législatives. Qui sont les candidats et comment préparent-ils ces échéances à 24 heures du scrutin? Élément de réponse avec Sidonie Davila dans l'un de nos prochains journaux. C'est la fin de celui-ci, de ce journal donc. Merci de l'avoir suivi et bonne journée sur la chaîne Kiras.